Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir, vraiment, de parler devant vous. Il faut que je vous avoue tout de suite quelque chose. Je n'ai pas vraiment préparé mon intervention. Non, je l'ai fait volontairement parce que je voulais un peu sentir le lieu, l'endroit où je suis. Bien sûr, je sais de quoi je veux vous parler, ça va de soi, mais si ça vous paraît désordre, je ne pense pas que ça le sera, mais si ça devait vous paraître désordre, eh ben, vous m'en excuserez. Alors, un mot sur le mouvement des coquelicots avant de commencer, un petit point de vue historique. J'ai à mes côtés Éric Ferraille, et ça, je pense que c'est important que je vous en parle tout de suite parce que ça désigne, ça montre un peu ce que c'est que ce mouvement des coquelicots, la façon dont il a été lancé. Il a été lancé par une petite dizaine, il est vrai à mon initiative au point de départ, par une toute petite dizaine de bénévoles complets, c'est-à-dire de gens qui font tout cela en plus de leur travail. C'est pas du tout pour être plein, pas du tout. C'est un choix délibéré et très heureux. Mais pour vous dire comment tout ça s'est passé, je suis en relation assez étroite avec Éric Ferraille, qui est aussi l'un des initiateurs du mouvement des coquelicots. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu. C'est-à-dire que tout s'était réglé au téléphone. Il me paraissait avoir une bonne bouille à distance. Il me paraissait bien disposé à agir à nos côtés. Et donc, voilà, il est parti, il s'est embrayé dans cette histoire. Il a joué un rôle, et il continue d'ailleurs à jouer un rôle très important auprès de nous. Et je voulais vous dire ça en préambule parce que ce mouvement, il est comme ça. Il appartient à tout le monde. On n'a aucun sentiment de propriété, heureusement d'ailleurs, sur ce beau mouvement des coquelicots. Il appartient à ceux qui s'en emparent, c'est-à-dire vous tous, j'espère. Alors je vais vous parler tout de même un peu des pesticides dans leur histoire. Je crois que c'est très important de comprendre parce que mon message, c'est un message, je vous le dis clairement et sans détour, c'est un message de révolte complète. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai la conviction profonde que nous sommes tous le dos au mur et qu'il s'agit soit d'agir, soit de se taire. Mais on ne peut plus rester au milieu de ce grand merdier qu'est l'univers des pesticides. Deux mots sur l'histoire de l'industrie agrochimique. Beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, mais tout de même, il faut y revenir. L'industrie agrochimique a partie liée depuis le départ avec le crime contre la vie, contre les humains. Je prends deux exemples très rapidement, très rapidement. C'est passionnant, hein, je vous le dis, franchement, c'est très passionnant, mais on n'a pas le temps. Donc, par exemple, Bayer, qui est aujourd'hui le plus grand groupe agrochimique de la planète, Bayer a été associé très directement, très étroitement à ce qu'on a appelé la guerre des gaz en 1915. La guerre des gaz, c'est l'utilisation du chlore, l'utilisation de la chimie de synthèse pour tuer des hommes. Ça a été utilisé en 1915 sur le front belge. D'un seul coup, on a libéré des cylindres remplis de chlore face aux tranchées françaises. En quelques minutes, des milliers de soldats français sont morts, étouffés, assassinés en fait par le chlore. Et derrière cette initiative tout à fait barbare se trouvaient Bayer et BASF. Tous deux existent encore aujourd'hui. Hein. BASF, vous le savez, produit énormément de pesticides et Bayer évidemment également beaucoup. Bayer ensuite s'est transformé, enfin est entré dans un conglomérat industriel qui s'est appelé IG Farben en 1925. On peut dire qu'il y a une sorte de fusion, c'est pas exagéré de le dire, entre IG Farben, dont donc Bayer, et l'appareil industriel nazi, c'est allé extrêmement loin, puisque des responsables d'IG Farben ont bâti une usine toute proche d'Auschwitz, ce terrible centre d'extermination, où on fabriquait du caoutchouc synthétique, notamment du caoutchouc synthétique pour l'armée allemande. Et dans cette usine proche d'Auschwitz, ont travaillé des détenus d'Auschwitz. Le grand Primo Levi, cet Italien que certains d'entre vous doivent connaître, c'est le grand écrivain qui s'est finalement suicidé. Primo Levi a travaillé dans cette usine Buna Monowitz, qui avait été créée, imaginée par des ingénieurs de IG Farben et parmi lesquels des gens de Bayer. Après la guerre, enfin, des ingénieurs de Bayer dès 1936, ont inventé des gaz terrifiants. Le gaz sarin, dont on a beaucoup parlé depuis 15-20 ans, ce gaz sarin qui a été utilisé sur le champ de bataille syrien par le régime
de Damas a été inventé par des ingénieurs Bayer à partir de 1936. Et à la Libération, eh bien, figurez-vous que certains qui avaient pourtant supervisé la construction de Buna Monowitz, où ont été comment dire, épuisés jusqu'à la mort de très nombreux détenus d'Auschwitz, eh bien, certains, et l'un d'entre eux, Fritz Termer, aussi incroyable que ça puisse paraître, cet homme qui avait été condamné à Nuremberg, à une peine dérisoire en vérité, ne l'a pas faite en entier, a été récupéré par Bayer, s'est retrouvé au conseil de surveillance, au conseil d'administration de Bayer, et a été président du conseil de surveillance de Bayer. Bayer, la grande entreprise agrochimique qui domine la scène agrochimique dans le monde, Bayer est une entreprise criminelle. Monsanto, je vais aller très vite parce que, bon, vous savez, c'est une entreprise, là aussi, qui a utilisé des méthodes de voyous tout au long de son histoire, qui a, Dieu sait, par exemple, commercialisé les PCB, dont le nom commercial en France a été longtemps le pyralène, un produit extrêmement utile dans le domaine industriel. Eh bien, Monsanto savait, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, dès les années 30, savait que les PCB étaient des dangers considérables, l'a tué, l'a caché. Monsanto a été associé dramatiquement à la guerre au Vietnam, la guerre américaine au Vietnam. Monsanto a vendu le fameux agent orange à l'armée américaine. L'agent orange, c'était un pesticide, un herbicide dont le but était tout simplement de faire disparaître la forêt tropicale vietnamienne parce que les Américains voulaient se débarrasser de cette forêt sous la canopée de laquelle les combattants vietnamiens du Viet Cong se cachaient. Donc, agent orange, aujourd'hui au Vietnam, il faut savoir qu'il y a environ, on ne sait pas exactement, mais les estimations officielles vietnamiennes font état de 3 millions de personnes aujourd'hui, 50 ans, presque 50 ans après 44 ans après la fin de la guerre du Vietnam, il y a environ 3 millions de personnes qui souffrent encore dans leur chair parce que ça traverse les générations. Il y a des petits-enfants de victimes de l'agent orange qui sont encore affectés par cet agent orange, vendu par Monsanto à l'armée américaine. Ensuite, le glyphosate, tout le monde le sait. Mais aussi, ce qui est très important, c'est les méthodes. On sait, par une décision d'une cour fédérale américaine, on appelle ça les Monsanto Papers, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que la Cour fédérale a obligé Monsanto, ces dernières années, à révéler publiquement des montagnes de documents internes à l'entreprise, des mémos, des échanges de mails, des textes de conférences internes. Et on sait avec certitude, je dis bien avec certitude, que Monsanto emploie des méthodes, je dirais, de gangsters, pour discréditer des scientifiques indépendants, ou bien achète, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la signature de scientifiques reconnus, c'est-à-dire fait fabriquer par ses services de propagande commerciale des articles qui sont ensuite assumés, signés par des scientifiques. Ça paraît incroyable, mais je vous assure que c'est la vérité. Donc on est en face d'entreprises qui, à mon avis, ont perdu tout sens de la responsabilité par rapport à ce qui est vivant, par rapport aux humains, par rapport à la santé, par rapport aux écosystèmes. Ils sont dans une toute autre logique. Et ça, c'est fondamental de le comprendre avant de commencer le reste. C'est fondamental de comprendre que ces entreprises ont échappé au contrôle humain. Et si on ne comprend pas ça, en vérité, il faut s'arrêter de parler de pesticides. Mais j'imagine que vous avez compris. Ce sont des entreprises criminelles. Alors en France, si vous voulez, le paradoxe, c'est qu'en France, l'arrivée des pesticides modernes, parce qu'évidemment, il y a les pesticides à l'ancienne, et les pesticides modernes qui sont nés en bonne part sur fond de Seconde Guerre mondiale. Pas seulement en vérité, mais on peut dire qu'il y a une accélération, comme dans bien d'autres domaines scientifiques. Les guerres, c'est atroce, mais c'est comme ça, sont à l'origine de, entre guillemets, progrès. Et beaucoup de pesticides modernes sont arrivés, grosso modo, entre 1938 et 1945. Le grand paradoxe, c'est que, évidemment, à la Libération en France, les générations de la résistance, qui étaient souvent marquées à gauche, pas seulement d'ailleurs, mais souvent marquées à gauche, très enthousiastes et qui voulaient refaire le monde, ou en tout cas qui acceptaient l'idée de refaire le monde. Je pense aux agronomes ou aux gens de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui est né en 1946.
tous ces gens-là étaient confrontés à un problème terrible. N'oublions pas, il ne faut jamais oublier que la France de 1945, c'est une France qui a faim, avec des tickets de rationnement qui durent jusqu'en 1949. Et bien sûr, l'arrivée de ces nouveaux pesticides nés notamment, pas seulement, mais notamment dans des laboratoires américains, où avec le Suisse Müller qui avait découvert les propriétés insecticides extraordinaires du DDT, eh bien les jeunes agronomes français découvraient une sorte de terre miraculeuse. Parce que pour la première fois dans leur histoire d'agronome, dans l'histoire de l'agronomie moderne, des produits chimiques, des produits de synthèse permettaient de régler des problèmes qui étaient demeurés insolubles. Pensez au doryphore, qui est un coléoptère venu dans les bagages de l'armée américaine en 1917. Le doryphore provoquait des véritables désastres dans l'agriculture de pommes de terre avant-guerre, dans les années 30. On ne savait pas comment faire. Et brusquement, la Libération, donc avec cet enthousiasme de la jeunesse, avec cette foi dans le programme du Conseil national de la résistance, avec cette idée de rebâtir une France moderne, avec l'obligation de nourrir les gens, de nourrir les pauvres et de nourrir tout le monde, eh bien, la plupart des gens ont cru absolument de bonne foi, et je suis certain que j'aurais cru de bonne foi avec eux, que les pesticides, c'était miraculeux. Le DDT, qui a été interdit en France en 1972, en 1945, sauf, je vous parlais tout à l'heure de Primo Levi qui avait travaillé dans cette usine épouvantable de Buna Monovic, c'est bien Primo Levi qui sort des camps nazis manque de mourir après la libération parce qu'il est infesté par le typhus. Le typhus est apporté par des puces du rat. Et Primo Levi va être sauvé in extremis par un épandage sur son corps de DDT. Et si je vous dis ça, c'est pour bien vous faire comprendre qu'on est face à un paradoxe, c'est un gros paradoxe. Dans un premier temps, et de bonne foi, on a cru que les pesticides modernes allaient régler plein de questions qui étaient restées en suspens sans solution. Il y avait une euphorie. Le climat général était à l'euphorie en France, en Europe, aux États-Unis. Euphorie. On allait régler, on avait trouvé des solutions. Alors cette illusion a conduit à quoi ? À la constitution du lobby des pesticides qui, je vous le dis tout de suite, existe toujours à peu près sous la même forme en 2019 au moment où je vous parle. Il a pratiquement été épargné par les vicissitudes des dizaines et des dizaines d'années qui nous séparent de 1945. Ce lobby, au point de départ, donc on peut dire qu'il est de bonne foi. Il est créé par un homme qui s'appelle Fernand Villaume, qui est un ingénieur agronome, qui bosse pour l'industrie. Il a une très forte intelligence, une très forte compréhension de ce qui se joue. Il comprend avant tout le monde qu'il faut unir toutes les forces disponibles pour permettre la diffusion des pesticides. Savoir s'il est totalement sincère, enfin en tout cas il est intéressé puisqu'il travaille pour l'industrie, mais en tout cas il a eu certainement une part de sincérité considérable. Il met dans un même sac, c'est extraordinaire, il met dans le même sac disons, les agronomes de l'époque, les ingénieurs de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui vient de naître, je vous l'ai dit. Il met dans le même sac des services centraux très importants du ministère de l'Agriculture qui, tant bien que mal, ont maintenu leur influence, à mon avis, délétère jusqu'à aujourd'hui. Il met dedans la FNSEA qui est en train de naître en 1946 également. Et il réunit tout ce beau monde avec l'industrie autour d'une revue de combat qui s'appelle Phytoma, qui existe toujours à l'heure où je vous parle, Phytoma. Et ce premier lobby qui doit représenter peut-être 100 personnes, peut-être moins, peut-être 70, 80 personnes, rassemble absolument tout ce qui compte dans le domaine des pesticides naissants. Tout ce qui compte, tout ce qui décide, tout ce qui est important dans la France des pesticides de 1945 se retrouve dans le lobby créé par Fernand Villaume autour de Phytoma. Et je vous l'ai dit, ces gens sont, a priori, on peut penser qu'ils sont de bonne foi. Moi, je leur fais crédit de ça, ils étaient de bonne foi. Seulement, les choses vont changer. C'est-à-dire que progressivement, évidemment, on va se rendre compte que les pesticides posent des problèmes. La date clé dans ce domaine, ça ne va pas trop vous surprendre, c'est Rachel Carson, qui est une biologiste, une vulgarisatrice, biologiste marine et une très grande vulgarisatrice aux États-Unis. Elle est connue et elle est effarée, en fait, dès la fin des années 50, elle est effarée de voir les effets des pesticides dans la région où elle habite. Elle constate des effets immédiats, certains, sur notamment la reproduction des oiseaux, notamment. Et elle décide de faire un livre. Elle a une formation scientifique de haut niveau, mais en outre, elle s'appuie sur des avis scientifiques de très haut niveau aux États-Unis.
et elle publie en 1962 un livre bombe extraordinaire encore aujourd'hui. Je vous dis qu'on peut le lire, il a été traduit en français. Si on le lit aujourd'hui, on a encore une vraie décharge. Ce livre s'appelle Printemps silencieux, Silent Spring. Et il va être traduit, alors il raconte tout, pour la première fois, il raconte tous les dangers des pesticides, notamment du DDT. C'est la révélation de ce que les pesticides tuent, sont extraordinairement dangereux pour tout ce qui est vivant. Le livre est traduit en 1963, l'année suivante en France. Il est préfacé, tenez-vous bien, par le président de l'Académie des sciences de l'époque, c'est-à-dire la sommité scientifique de l'époque. Vous imaginez bien, aujourd'hui, on est très très loin de voir l'Académie des sciences adopter un point de vue similaire. En 1963, le président de l'Académie des sciences, Roger Haim, qui est aussi directeur du Muséum national d'histoire naturelle, préface le livre de Rachel Carson et dit, j'ai pas les mots exacts en tête, mais enfin, il s'attaque bille en tête à l'industrie agrochimique et il dit, on met en prison des assassins ou des auteurs de hold-up. Quand s'attaquera-t-on enfin, quand mettra-t-on en prison les responsables de l'industrie agrochimique qui sont en train de détruire la vie autour de nous? C'est extrêmement violent, c'est extrêmement violent. Évidemment, l'industrie, à ce point d'histoire, est allée beaucoup trop loin. L'industrie agrochimique est allée beaucoup trop loin pour faire machine arrière. Elle a déjà presque 20 ans d'activité et elle est en pleine expansion. Et bien sûr, idéalement, dans un monde mieux fait, l'industrie chimique aurait reconnu qu'il y avait des problèmes. Elle aurait pu, je ne crois pas, mais elle aurait dû, à mon avis, moralement, considérer l'évidence que les pesticides posaient des problèmes, mais tout au contraire, elle s'est lancée dans des activités de désinformation, de mensonges, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, 2019, il n'y a pas de changement dans ce domaine. Elle choisit le faux, elle choisit de truquer la réalité, elle choisit de malmener l'information, elle choisit de trouver des dupes, elle y parvient extraordinairement, merveilleusement. Et que se passe-t-il? Le lobby créé par Villaume se maintient tout à fait intact et, si j'ose dire, de plus en plus puissant. Le résultat de cela, je vais très vite, vous me pardonnez, mais on pourrait y revenir éventuellement si vous le souhaitez dans la discussion, mais le résultat de ça, de l'existence de ce lobby qui désormais a versé dans la mauvaise foi totale, dans la conscience du mensonge, eh bien, le résultat de ça, c'est que la France va s'enfoncer d'année en année de plus en plus dans la folie des pesticides. Le DDT est interdit en 1972 grâce à une mobilisation importante, très importante, y compris scientifique, mais entre-temps, vous le savez, c'est la même chose aujourd'hui, dans le même temps, d'autres molécules sont arrivées sur le marché, ont commencé à être répandues un petit peu partout, et que va-t-il se passer? Je vais prendre des exemples très simples, deux, qui vous parleront forcément, les néonicotinoïdes. Comment se fait-il que les néonicotinoïdes, dont on a su dès 1994, par des alertes répétées d'apiculteurs, dont on a su qu'ils tuaient les abeilles par milliards, comment se fait-il que les néonicotinoïdes se soient maintenus pendant 25 ans en France? Ils ont été interdits le 1er septembre 2018. Donc il y a eu toute une série, plusieurs fabricants, il y a eu Bayer, il y a eu BASF, il y a eu d'autres fabricants de pesticides, de néonicotinoïdes. Comment se fait-il que ça ait pu se maintenir pendant 25 ans? Des générations... Au moins 2 générations de militants se sont épuisés à essayer d'obtenir l'interdiction des néonicotinoïdes sans y parvenir. J'ai raconté cette histoire dans le détail dans différents trucs que j'ai pu faire. En fait, on sait ce qui s'est passé. Des ministères de l'agriculture de gauche ou de droite se sont portés au secours d'une manière extravagante des fabricants industriels, au détriment de la vérité scientifique, au détriment de l'intérêt de chacun, puisque évidemment s'attaquer aux abeilles, vous le savez comme moi, c'est s'attaquer à la pollinisation des plantes et des végétaux. Donc c'est simplement fou. Mais ça a été fait. Ça a été fait contre l'évidence, avec une complicité effarante, directe de gens dont je connais le nom, dont j'ai déjà cité le nom dans des livres. Je veux dire, il ne s'agit pas de secret d'État. On sait qui, quand et comment a soutenu ce lobby criminel des néonicotinoïdes. Il a fallu 25 ans pour en venir à bout. Le chlordécone, dont on parle beaucoup en ce moment, vous avez entendu cette chose effarante d'Emmanuel Macron, notre président de la République, affirmer il y a quelques jours à peine dans une réunion avec les maires d'outre-mer que le chlordécone, qu'il ne fallait pas dire que le chlordécone était cancérigène. Alors je vous résume l'histoire. Le chlordécone, c'est un pesticide qui est utilisé dans les bananeraies des Antilles, qui a été utilisé notamment dans les bananeraies dans les Antilles françaises. Mais
Le point de départ est inouï, puisque le chlordécone, qui portait un autre nom, le Curlone, a été interdit aux États-Unis dès 1976, parce que l'usine d'Hopewell en Virginie, qui le fabriquait, avait connu des scandales sanitaires à répétition, avec des dizaines de travailleurs atteints de troubles neurologiques très graves, avec des déchets qui avaient été balancés dans le James River, dans le fleuve à côté, et qui avaient entraîné des conséquences sanitaires tout à fait considérables. On avait assisté en 1975 et le début de 1976 à un scandale sanitaire international. Tout le monde, tous les milieux connaissent, et au-delà, puisque des grands journaux, Time Magazine, qui est un grand journal, qui était un très grand magazine américain, on avait fait des tonnes, mais le CBS, qui est une chaîne de télévision américaine et qui avait une émission phare qui s'appelait, je me souviens plus comment, 60 quelque chose, eh bien, on avait fait une émission spéciale. Tout ça pour vous dire que le scandale avait été énorme. Dans la foulée, le chlordécone avait été interdit aux États-Unis. Donc tout le monde savait que le chlordécone était un poison mortel. Tout le monde le savait. Néanmoins, en 1981, la gauche arrive au pouvoir en France. Qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Et c'est corrélé directement à l'existence d'un lobby surpuissant. Madame Édith Cresson, qui est ministre de l'Agriculture de François Mitterrand en 1981, accorde une autorisation de mise sur le marché au chlordécone pour les Antilles françaises. C'est inouï, c'est absolument inouï. Et si la justice était bien faite, je vous le dis vraiment, j'allais dire les yeux dans les yeux, oui, je vous regarde sans frémir, si la justice était bien faite, Madame Édith Cresson, qui est vivante, serait poursuivie devant un tribunal français sans aucun doute possible. Autorisation de mise sur le marché. Ensuite, plusieurs ministres de l'Agriculture ont accordé des dérogations successives à ce produit dont on savait qu'il était hautement toxique et cancérigène. Monsieur Henri Nallet, qui a été ministre de l'Agriculture, lui aussi, de la gauche, qui était ministre de la Justice et qui, comme par hasard, avait commencé sa carrière professionnelle comme chargé de mission de la FNSEA. Et oui, c'est vrai, monsieur Henri Nallet a été chargé de mission de la FNSEA, et puis ensuite, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a été ministre de l'Agriculture, ministre de la Justice. Il accorde une dérogation absolument scélérate au chlordécone. Et puis monsieur Jean-Pierre Soisson, et puis monsieur Louis Mermat. En fait, Louis Marmas d'abord, puis Jean-Pierre Soisson. Jusqu'en 1993, vous imaginez, jusqu'en 1993, le chlordécone est autorisé dans les Antilles françaises sur dérogation successive pour complaire aux planteurs de bananes. Aujourd'hui, la situation est absolument dramatique, puisque les études scientifiques que M. Macron aurait peut-être bien fait de lire indique sans aucun conteste que la Martinique a le record du monde du nombre de cancers de la prostate. Et d'après Luc Multinier, le scientifique qui a travaillé et qui a publié sur le sujet, c'est en relation directe avec la présence de chlordécone dans de très nombreux milieux, parce que le chlordécone est d'une stabilité chimique inouïe. On pense qu'il pourrait durer, sa survie chimique pourrait atteindre 4 siècles dans les sols agricoles des Antilles, 4 siècles, 400 ans, vous imaginez, 400 ans, et ça migre avec l'eau, avec les ruissellements, avec tout ce que vous voulez. Donc il y a une contamination chimique par le chlordécone dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, et ça nous le devons sans aucun détour au lobby des pesticides en France et à leur soutien dans la classe politique française. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup du glyphosate, mais je vous le dis vraiment sans aucune hésitation, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est d'un système qu'on parle. Le glyphosate, il peut être interdit demain ou ne pas être interdit, ça ne change rien à la situation. Et je vais finir sur un autre point, et j'espère que vous vous souviendrez de ce que je vous dis ce soir, parce que de ça, on va en reparler, croyez-moi, soyez-en certains. En avril 2018, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un an, des scientifiques de très haut niveau, du CNRS, de l'INSERM, de l'université, de l'INRA, lancent une alerte exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle ne s'appuie pas en vérité sur une étude précise, mais c'est une alerte de grande ampleur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous travaillons, nous, scientifiques, chacun dans notre laboratoire, sur je vais aller vite, sur l'inhibition d'une enzyme qui est décisive
pour la respiration de la quasi-totalité des êtres vivants. Une enzyme qui est décisive. Si cette enzyme est attaquée ou disparaît, alors la respiration peut être bloquée. Et un de ces scientifiques constate par hasard, figurez-vous, par hasard, qu'on épand sur les champs en France, sur 70% des surfaces de blé tendre, sur 80% des surfaces d'orge d'hiver. On l'utilise également pour la conservation des tomates, pour la conservation des pommes de terre, on l'utilise sur les arbres fruitiers. Quoi? Eh bien, une classe chimique qu'on appelle les SDHI. Ce sont des inhibiteurs, c'est-à-dire ce sont des produits chimiques qui détruisent, qui inhibent une enzyme présente dans des champignons qui nuisent à la production des céréales, qui peuvent la réduire de manière assez considérable. Les firmes de l'agrochimie ont inventé ces nouveaux pesticides qui, en effet, sont très efficaces contre les champignons, mais, disent les scientifiques en question, on est très inquiet parce qu'on s'est rendu compte que le pesticide utilisé pour les champignons des céréales, ce pesticide-là est actif sur des cellules humaines, autrement dit, qu'il peut contribuer à la détérioration de cette enzyme décisive pour la respiration, en l'occurrence des humains. Et, disent-ils, bien qu'on ne puisse pas en apporter la preuve scientifique, nous constatons un accroissement notable d'un certain nombre de maladies liées à une détérioration de cette enzyme chez les humains, des encéphalopathies graves chez les enfants, des tumeurs, certains cancers, etc., etc. Alors ils disent, ok, on est sûr de rien, et d'ailleurs on est sûr de rien, mais il y a une inquiétude absolument légitime, et on alerte solennellement les autorités de contrôle en France, et il faut faire quelque chose, et ce qu'on vous propose, c'est de lancer un moratoire sur l'usage des SDHI dans l'attente de résultats qui nous rassureraient ou qui, au contraire, nous inquiéteraient davantage. Il lance l'idée d'un moratoire. Qu'est-ce qui se passe en France? Normalement, une alerte pareille, venue de scientifiques de ce niveau, devrait arrêter l'affaire. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, entre en jeu l'ANSES. L'ANSES, c'est l'agence de sécurité, je ne me souviens plus de l'intitulé exact, certains d'entre vous le connaissent, c'est l'agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, etc., etc. C'est l'agence publique qui est chargée de nous protéger, notamment contre les effets des pesticides. Cette agence enregistrent l'alerte des scientifiques et disent bon, très bien, on va constituer une équipe, on va faire une étude puisque vous nous alertez. Jusqu'à là, rien à dire. Mais il se trouve que cette agence, l'ANSES, qui est censée nous protéger, c'est aussi celle, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui est chargée de l'homologation des pesticides, de l'autorisation de mise sur le marché. Autrement dit, la même agence est chargée d'autoriser la mise sur le marché d'éventuels poisons et en même temps de nous protéger. Il y a un conflit évident, total, absolu, dingue, entre deux fonctions qui devraient être séparées et qui ne le sont pas. L'agence dit on va donc rassembler un comité, et elle le fait. Elle rassemble un comité de 4 toxicologues. Alors, on se dit, c'est très bien, on attend le résultat, le temps passe, c'était en avril 2018, très bien, il faut du temps, c'est tout à fait compréhensible. Le rapport de l'ANSES sur cette alerte extraordinaire tombe le 15 janvier 2019. Vous voyez, il y a à peu près un mois. L'ANSES, je vous résume, l'ANSES dit il n'y a rien à voir, c'est pas vrai, l'alerte n'est pas constituée pour telle et telle raison, blablabla, blablabla, blablabla. Les scientifiques qui ont lancé l'alerte, j'en connais un, Pierre Rustin, sont un peu effarés. Parce que, par exemple, ils n'ont pas voulu, l'ANSES n'a pas voulu, dans le groupe travaillant sur l'alerte, n'a pas voulu faire entrer dans ce groupe fermé de 4 personnes des scientifiques qui travaillent sur les SDH, qui travaillent sur cette enzyme décisive pour la réputation. Il aurait fallu que des gens spécialistes de ces questions-là fassent partie du groupe. Non, ils ont été écartés. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'autres choses, je n'y insiste pas, il y a beaucoup de choses qui troublent au plus haut point les scientifiques qui étaient à l'origine de l'appel. On en est là. Ils ont répondu. Bien sûr, ça n'intéresse pas la presse, c'est un fait. Ça n'intéresse personne, c'est un fait. Mais ils ont répondu et leur réponse, qui est très diplomatique, signifie en français courant qu'on s'est foutu d'eux, qu'on s'est foutu de la société une fois de plus.
et que l'affaire, elle est pendante, qu'elle est tout à fait devant nous. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que l'affaire des SDHI va conduire à la catastrophe finale. Je ne dirai jamais ça, je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Et si on n'a pas fait ce quelque chose, c'est-à-dire prendre des moyens pour savoir ce qu'il en est, c'est que l'ANSES fait partie du lobby des pesticides à mes yeux. Je sais que c'est une accusation assez lourde, mais je veux dire, c'est assez facile à comprendre. Ce sont des gens... Ce ne sont pas des assassins, hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire, ça serait vraiment énorme de dire une chose pareille de ces fonctionnaires. Ce sont des gens qui sont accoutumés depuis des dizaines et des dizaines d'années à travailler avec l'industrie, à travailler avec des structures qui utilisent massivement des pesticides, avec des structures qui en vendent, qui en profitent. Par exemple, il y a une structure qui est inouïe, qui est une coopérative agricole industrielle qui s'appelle InVivo et qui est responsable... Enfin, qui commercialise environ la bonne moitié des pesticides en France, eh bien, l'ANSES et d'autres structures publiques collaborent sans aucun problème. Ce sont des gens qui n'ont jamais remis en cause le cadre dans lequel ce lobby s'est constitué en 1945, à l'époque, pour de bonnes raisons. Et aujourd'hui, ces gens-là sont prisonniers, se sont fait prisonniers eux-mêmes de ce cadre qui les empêche d'agir et de nous protéger. La situation, je vous dis mon sentiment sincère, elle est très grave en France, très très grave. Et ce que j'arrête là pour l'instant, mais je passe immédiatement à notre affaire de coquelicot. C'est simple, c'est très simple. En France, les oiseaux, les insectes nous quittent. C'est pas seulement en France. Oui, c'est pas seulement en France. Les estimations ou les études montrent qu'il s'agit d'un phénomène mondial. On est en face d'un phénomène de nature, excusez-moi d'employer ce mot-là, mais je le prends au sérieux, on est en face d'un phénomène de nature apocalyptique. On est face à une apocalypse. On est face à un drame biblique. Oui, c'est un drame biblique de voir disparaître à une vitesse pareille les oiseaux. Le tiers des oiseaux en France ont disparu en l'espace de 15 ans et le rythme de disparition s'accélère. Les insectes disparaissent à une vitesse tout à fait extraordinaire. L'étude allemande dont on a beaucoup parlé signale que dans des zones pourtant protégées de l'Allemagne, en 27 ans, presque 80% de la masse des insectes volants ont disparu. Il y a une méta-analyse, une analyse, disons, d'études qui vient de paraître aussi australienne, qui montre que le phénomène est mondial. Et la question qui s'est posée à moi, qui s'est posée à Éric Ferraille à côté de moi, et qui se pose à vous, parce qu'on est exactement à égalité, moi je suis exactement à égalité avec vous tous, la question qui se pose, c'est fait-on quelque chose? Et si on le fait, c'est maintenant, ou ne fait-on rien? Il ne faudra pas venir pleurer demain. Je veux dire qu'on a le droit de ne rien faire, on a tout à fait le droit de ne rien faire. Mais moi, je suis certain à 100% que c'est maintenant qu'il faut agir et que c'est maintenant ensemble et qu'il ne faut plus financer. C'est-à-dire, nous, on réclame la fin, l'interdiction de tous les pesticides parce qu'ainsi que je vous l'ai montré un petit peu ce soir, il s'agit d'un système. Il s'agit d'un système complexe où finalement on est obligé de se séparer parfois d'une molécule, mais le système, loin de s'affaiblir, se renforce de crise en crise et devient un danger monumental pour tout ce qui est vivant sur cette terre. Vous imaginez bien que si les oiseaux et les insectes sont touchés, vous imaginez bien que les autres êtres vivants dont nous sommes le sont, et ils le sont, bien entendu. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite remarque. Il y a quelques jours, le journal Le Monde titrait en une, et la une du Monde, pour ceux qui lisent ce journal, en tout cas, c'est quelque chose. Donc toute la une du Monde était barrée d'un titre sur l'espérance de vie qui ne progresse plus, ou plus exactement, qui a tendance à régresser depuis quelques années. La question des pesticides n'était pas abordée. Je ne prétends pas régler la question, ça serait absurde. Mais quand même, il y a des signaux dans la santé humaine en France qui sont absolument préoccupant. Par exemple, explosion du nombre de diabète. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, il y a des études concordantes. Bien sûr, elles ne sont pas, définitives, mais elles existent. Il y a des études de haut niveau concordantes qui disent qu'il y a de nombreux produits chimiques, dont des pesticides, qui ont des effets qu'on appelle là-bas
diabétogène. Diabétogène, c'est-à-dire tout simplement, il favorise l'apparition de diabète. Idem pour l'obésité. Encore une fois, je ne veux pas réduire toute l'affaire. C'est des phénomènes extrêmement complexes, comme on dit, multifactoriels, mais néanmoins, oui, il y a de nombreux produits chimiques et des pesticides qui ont des effets obésogènes. Et pendant le temps qu'on parle, la santé des humains en France se dégrade. Le diabète explose, l'obésité explose, l'autisme explose, dont on pensait longtemps que c'était une maladie exclusivement psychologique, voire psychiatrique. Eh bien, on se rend compte, parce qu'il y a un nombre effarant, il y a une véritable explosion du nombre de cas d'autisme recensés dans tous les pays développés. Par exemple, je me souviens d'une déclaration de la ministre québécoise, Madame Vasseur, en 2014. Elle parlait d'un tsunami d'autisme au Québec. Bon, l'autisme, encore une fois, très compliqué. Je ne prétends pas répondre. Non, je ne prétends pas répondre à tout, loin de là. Mais néanmoins, il y a des signes sans équivoque qui montrent que oui, cette contamination peut jouer son rôle, Parkinson, Alzheimer, toutes ces questions-là, les allergies diverses et variées, l'asthme, etc. Je pense qu'il est raisonnable en tant qu'humain de se dire qu'on est face à une entreprise criminelle et que nous sommes assez grands les uns et les autres, unis tous ensemble, pour mettre fin à ce cauchemar. Je veux dire, sur un plan technique, c'est un autre débat. Mais je veux dire, les humains se sont passés de pesticides de synthèse pendant environ 2 millions d'années. Ils les auront utilisés pendant un nombre d'années que j'espère le plus réduit possible. Bien sûr qu'on peut produire des aliments de qualité sans passer par la case des pesticides de synthèse. Bien sûr, c'est compliqué. En tout cas, on me fait signe que je suis trop bavard, donc je vais arrêter. Mais en tout cas, retenez cette chose. L'appel des coquelicots, c'est vraiment un soulèvement pacifique, mais déterminé. Il n'est plus question de reculer. Je vous dis mon sentiment profond, on ne va pas reculer. Et donc vous avez absolument un rôle à jouer en nous rejoignant devant les mairies d'un grand nombre de villes. Il y a environ 800 rassemblements simultanés des coquelicots le premier vendredi de chaque mois à 18h30 devant les mairies. C'est un premier pas. On a plein de projets. Il va être question d'agir. On agit déjà en se retrouvant devant les mairies, en se comptant, en se congratulant. Oui, c'est vrai, on commence à agir. Mais on va devoir agir dans le courant de l'année 2019 et dans le courant de l'année 2020, puisqu'on est parti pour 2 ans de travaux publics coordonnés. On va faire plein de choses ensemble. Et donc, moi, la chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument rejoindre le mouvement des coquelicots qui n'a pas de chef, qui n'a pas de hiérarchie, qui n'impose rien à personne. Il n'y a pas de ligne, il n'y en aura pas, jamais. Si, il y en a une quand même, je vous lis rapidement notre appel, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça notre ligne, la voici. Donc les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection, nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. À ces discours, des actes. Voilà.